pour fidéliser vos clients? Alors, on va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Juste pour vérifier dans le chat, me dire si au niveau de l'image et du son, c'est OK pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mes slides? Merci de me répondre dans le chat qui se situe à droite de votre écran. Me dire aussi si vous voyez ma vidéo. Donc oui, merci Simon, merci Marianne, merci Rolly, merci beaucoup. Donc, si vous pour les autres, vous avez des soucis, c'est peut-être de votre côté puisque tout est OK de notre côté. Merci pour vos réponses. Alors avant aussi que je démarre, j'aime bien animer des webinaires en interactivité et j'aimerais, donc m'appuyer, sur, votre situation. Voilà, si vous pouviez donc dans le chat, pendant que je vais dérouler, le webinaire, heu, me dire déjà premièrement, dans quel secteur vous êtes, quel est votre métier? Ensuite me dire, quel est l'obstacle numéro un que vous rencontrez en matière d'intelligence collective? C'est-à-dire, soit pour mobiliser et engager vos équipes ou alors pour fidéliser vos clients. Et puis, est-ce qu'il y a un degré d'urgence? De cette manière-là, donc moi j'ai prévu des études de cas à vous partager pour, montrer et théoriser, mon apport, mais j'aimerais pouvoir m'appuyer sur vos situations. Et donc, peut-être vous aider, voilà, tout simplement. Donc, j'y répondrai en fin de présentation. Mais en attendant, allez-y, partagez. N'hésitez pas à me partager pour que ce soit interactif et que je puisse être le plus utile possible et que je réponde à vos attentes, puisque vous avez pris du temps pour assister à ce webinaire. Et donc, pour cela, je vous en remercie. Si je pouvais contribuer et vous apporter un maximum de valeur, ce serait bien volontiers me concernant. Donc, merci à ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y a encore des personnes. Salut Roland. On va attendre encore quelques secondes et puis je vais démarrer. Donc, je vous rappelle, partagez-moi, votre secteur, votre métier, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre problématique numéro un? Si vous en rencontrez une en matière d'intelligence collective pour mobiliser ou engager vos équipes et sinon, aussi enfin plutôt, votre degré d'urgence. C'est-à-dire quand est-ce que vous souhaiteriez mettre ça en place? Heu, Si c'est rapide ou si c'est dans quelque temps, résoudre votre problème? Voilà. Arnaud, OK, super, très bien. Pas de souci. Ah bah tiens, alors là Arnaud, on va voir justement une étude de cas, sur la restauration. Voilà, je vais te montrer ça. Alors, je pratique aussi le tutoiement, hein, voilà, donc qu'on soit à l'aise, donc faites de même. Allez, c'est parti, on va démarrer. Donc premièrement, me concernant, donc je suis Yoann Duclos, je suis formé, donc aux outils, de l'accompagnement depuis 1998. Je suis donc, entrepreneur aussi depuis 2000, donc vous verrez dans plusieurs domaines. Donc la restauration d'abord, ensuite, les métiers de service, une agence de communication. Avant la restauration, j'ai entrepris dans la presse et j'ai toujours finalement coopéré avec des personnes, avec des gens. Et donc, j'ai compté jusqu'à une soixantaine d'employés, ce qui est pas mal. Et puis j'ai aussi, des très petites, entreprises, donc de 5 à 6 employés. Merci pour vos réponses. J'y répondrai à la fin et je vais m'appuyer sur ce que vous dites pour vous apporter, un maximum de valeur. Je suis aussi coach et fondateur de Haut Débit que je vais présenter depuis 2006. J'ai à mon actif, je pense, à peu près 1000 accompagnements, individuels et collectifs. Alors je dis à peu près parce que je ne les ai pas tous comptés évidemment, et puis une cinquantaine de missions en intelligence collective, dont une qui a été fortement médiatisée, puisque voilà, je pourrais, si vous le souhaitez, vous envoyer les liens de cette vidéo. C'est un parcours en Coupe de France de football d'un club amateur où j'ai eu la chance de pouvoir filmer les coulisses, interviewer les acteurs, les spectateurs et puis évidemment les images de la télévision. Donc c'est l'épopée du Chambéry Foot, pardon, 2010-2011.
Voilà, ça date un peu, mais c'est toujours d'actualité et c'est tout à fait transposable à l'entreprise. Hem, Odeby, puisque je me présente aussi sous Odeby, c'est quoi? Odeby, c'est un cabinet, de coaching au départ qui a été créé en 2006 et que j'ai transformé en 2014 pour travailler justement avec des coachs et dont la mission aujourd'hui, est de vous garantir une qualité de prestation transformationnelle par des professionnels de l'accompagnement labellisés Odeby. Alors pourquoi transformationnel? C'est qu'on a une méthodologie que ce soit pour des accompagnements individuels ou collectifs, qui s'avère être transformationnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'information, on est véritablement dans la transformation d'une situation A en une situation B. Et pour ça, en fait, on a pas mal de garanties, dont plutôt centrées sur le résultat. Je suis entrepreneur depuis 20 ans et j'ai de plus en plus de mal avec les obligations de moyens. Alors des fois, on ne peut pas vraiment faire autrement, mais quand on peut, et si on peut, on s'engage sur un résultat, bien sûr, s'il est maîtrisable. Et donc, tous les coachs labellisés au débit, donc qui satisfont les exigences de ce label, parce que il y a un parcours de labellisation. Chaque année, on se remet en selle, on s'entraîne, on se recertifie, on repasse en fait pour voir si on est toujours à jour, on améliore, voilà, on corrige. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de coachs labellisés et une dizaine qui sont en parcours de labellisation. Et ces coachs-là trouvent des intérêts et des bénéfices à faire partie de haut débit, comme la visibilité, la mutualisation des charges, etc. Voilà. Donc, quand vous voyez un coach labellisé au débit, vous pouvez avoir confiance puisqu'il y a tout un processus interne qui fait que on va vérifier que le coach, effectivement, est dans cet esprit de transformation. Voilà, donc me concernant et au débit, aujourd'hui, ce que je voudrais voir, c'est en 3 points, avec à l'aide d'études de cas. C'est un, déjà, quand on parle d'intelligence collective, on parle de quoi exactement? 2, les facteurs qui empêchent l'émergence de l'intelligence collective. Je vous parlerai aussi d'une étude de cas où, on s'y est pas vraiment pris, comme, notre modèle, comme nous préconisons dans notre modèle que je vous présenterai en troisième partie, donc, en termes d'action en vue de fidéliser vos clients, même si l'intelligence collective répond à plusieurs défis et à plusieurs enjeux. Et enfin, donc, j'aurai le plaisir en fin de webinaire à répondre à vos questions et partages. Donc, voilà, si vous êtes très exhaustif, ben, je pourrai répondre précisément. Mais je vois que j'ai déjà pas mal de partages et donc je vous en remercie. Je profiterai à la fin pour vous répondre. Mais déjà, on va commencer par l'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, peut-être vous préciser que ça va durer, donc, je pense que vous le savez, 60 minutes. Je vais prendre, voilà, 30 minutes à peu près, pour développer, mon contenu et ensuite répondre à vos questions et interagir avec vous. Donc quand on parle d'intelligence collective, on parle de quoi exactement? Eh bien, pour moi déjà, ça démarre, dans les années 2000, où, justement dans une autre vie, j'ai été restaurateur, voilà, donc, restaurant Pizza Pepone, que j'insère ici. Donc, ça a été, jusqu'en 2013, voilà, justement, j'ai vendu ce restaurant pour basculer, sur Odévie. Et donc en fait, moi je ne suis pas issu de la restauration, j'ai été formé à la restauration, hem, par, un cousin qui voulait développer une chaîne, donc l'idée, c'était que ce soit l'unité pilote. Donc, je n'ai pas, été formé à la dure comme, dans l'hôtellerie, c'est, le cas de la réputation. Moi, ce que je voulais avec mes collaborateurs, c'est qu'il y ait plus que la contrepartie salariale, qui trouvent vraiment un intérêt à venir coopérer, collaborer et donner le meilleur d'eux-mêmes. C'était mon état d'esprit du moment. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai fait énormément de formations, coaching, PNL, analyse transactionnelle, enfin bref, j'ai tout fait. Et ce qui se passait, c'est que c'était mon laboratoire. Le restaurant, voilà, on était ouvert 7 jours sur 7, c'était une machine de guerre, c'était une usine. Je vous dis, on a compté jusqu'à 60 collaborateurs dans ce restaurant. Et donc, en fait, donc je développais ce que j'apprenais dans ce restaurant et comme, je pense, si vous êtes intéressé à l'intelligence collective,
qu'est-ce que je faisais? Je mettais en place de la coopération, de la coordination, de la communication. J'essayais de faire en sorte qu'ils soient créatifs. J'essayais aussi qu'ils aient confiance en moi, en les clients, en l'institution, etc. Donc, c'est les 5 C en fait, de l'intelligence collective que vous pouvez trouver sur Google si vous cherchez sur quoi repose l'intelligence collective. Simplement, ce qui se passait, c'est que, en gros, ce que j'apprenais, c'est à faire des ateliers de design thinking, de co-développement, les métaplans, vous savez, c'est avec les post-it, le photolangage, tout ce qui est. Alors, à l'époque, c'était pas ça, mais aujourd'hui, vous avez du social learning. Et ce que je me rendais compte, c'est que oui, ok, c'est vrai. Au départ, il y avait dans les ateliers qu'on pouvait faire d'intelligence collective, des moments de partage, effectivement, où chacun se sentait investi, partageait son idée, était pris en considération, etc. Mais une fois que l'atelier était terminé, on avait du mal à ce que ce soit durable, que ça perdure dans le temps, et que finalement, il y ait ce véritable sentiment d'appartenance de l'équipe, que tout le monde recherche, qui va permettre après, effectivement, je dirais, comme dans le sport, de défendre les couleurs, de mouiller le maillot de manière permanente. Et moi, ce que j'avais besoin, c'est que quand on était dans le feu de l'action, que ça réponde et que les gens se donnent vraiment à fond, etc. Donc, on a pu, avec ces ateliers, développer énormément d'idées, mais en même temps, faire en sorte qu'il y ait une vision commune, un égrégore, voilà, qui soit mobilisateur. Et donc, j'ai pas trouvé mes réponses dans ces ateliers. Je les ai trouvées justement en m'inspirant de la biodiversité. À l'aide, donc, grâce à une formation, je me suis rendu compte que euh, les fourmis, les abeilles et les étourneaux fonctionnaient de la manière dont je souhaitais que nous fonctionnons, c'est-à-dire une organisation, une pensée commune, que tout le monde soit focus avec une grande concentration, etc. Et donc là, aujourd'hui, je fais référence à ces insectes, mais ce serait le cas aussi des animaux, des bisons, des lions, des éléphants, enfin bref, etc. Parce qu'il y a une différence entre ces insectes qui sont sociaux et ou communautaires. Donc, par exemple, quand on parle des fourmis, ce sont des insectes sociaux et communautaires parce qu'ils sont organisés pour répondre à de la complexité. Donc, par exemple, passer de la terre à une feuille, par exemple. Donc, il y a tout un assemblage qui font qu'ils arrivent à créer un pont. Euh, mais en même temps, il y a une hiérarchie, il y a une organisation. C'est le cas des abeilles aussi. Il y a une organisation, il y a des rôles, il y a des fonctions. Et puis, il y a donc les abeilles sont des insectes sociaux. Et puis, vous avez les étourneaux qui, eux, par contre, sont des insectes, enfin, des animaux plutôt euh, communautaires parce qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Et ce qui se passe, c'est que quand vous voyez les nuages des tourneaux aller de droite à gauche, nous, on se demande ce qu'ils font, mais ils sont juste en train d'assurer la survie de l'espèce de manière vibratoire. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une vibration chez un tourneau qui l'amène à tourner à droite ou à gauche ou vers le haut ou vers le bas, eh bien, c'est la communauté qui suit et c'est à tour de rôle, finalement, qui se passe le flambeau, quelque part. Mais il n'y a pas de hiérarchie, c'est vibratoire. Et donc, en fait, ce que je me suis rendu compte en m'inspirant de ça, c'est que bien nous aussi, en tant qu'humains, dans certains cas, on fonctionne aussi de cette façon. C'est-à-dire que lors d'événements sportifs, alors là, désolé, c'est un PDF que je vous passe, mais normalement ce serait un GIF animé, vous imaginez bien les mouvements de foule à l'occasion d'événements sportifs, de manifestations et de grèves, ou d'attentats, ou de catastrophes naturelles. On voit ces foules d'humains partir à droite, à gauche, parce qu'il y a une personne, et en fait, comme l'expression le dit, on suit comme des moutons. Ça, c'est la première chose. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que on ne peut pas nier quand même euh, cet esprit de cohésion de groupe dans ces différentes équipes à l'occasion donc de résultats extraordinaires comme la France 98 qui gagne pour la première fois la Coupe du Monde, le handball de 2006 à 2012 pour lequel j'ai eu la chance de côtoyer de près, le rugby aujourd'hui, c'est-à-dire que on a une âme, on a une cohésion, on a
ce sentiment d'appartenance. On a cette volonté d'aller au meilleur de soi-même. Et c'est ça que je recherchais à travailler dans ce restaurant. Et donc là, vous voyez aussi que c'est une autre forme. Alors cette fois, autant quand on parle ici de mouvement de foule, on serait plutôt considéré comme une organisation communautaire, hein, puisque là, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui dirige, mais pourtant, il y a bien un mouvement. Et puis là, on est plutôt chez les sociaux, puisqu'il y a une organisation pour répondre à la complexité. Et encore, que je vous passe les images de hooliganisme, qui sont aussi une forme d'intelligence collective, même si la conséquence comment dire, le sujet, enfin, pour moi, n'est pas, c'est condamnable, il n'y a pas de problème, mais c'est aussi une forme d'intelligence collective. Et c'est ça que je recherchais à mettre en place. Et ça, évidemment, on ne le met pas en place avec des ateliers, des post-it. Voilà, c'est pas avec ça qu'on va le faire. Donc, je suis en train de vous parler là d'hyperconscience, quelque part aussi de tribalisme, okay, c'est-à-dire l'adhésion, l'appartenance à un clan, à un groupe pour lequel je suis prêt peut-être à mourir, de communion, d'ancrage, d'émotion. Il n'y a pas d'intelligence collective sans partage d'émotions, sans le sens non plus, sans l'appartenance, sans cette identité collective, sans vision commune, sans organisation, sans engagement. Et finalement, on est en train de parler d'un égrégore. On est en train de parler d'une alchimie qui est invisible, qui est impalpable et qui pourtant fait qu'on arrive à le ressentir. Si vous avez fait du sport, je pense que vous avez déjà connu ce phénomène. C'est un peu comme le flow, l'état de grâce individuel, mais cette fois au niveau collectif où on n'a pas besoin de se parler, on n'a pas besoin de se situer, on se comprend et tout fonctionne très facilement. Okay, eh bien, c'est ça que j'ai voulu mettre en place dans ce restaurant. Alors, je vous expliquerai le modèle dans la troisième partie, mais ça, c'est pour vous dire ce qu'est pour moi l'intelligence collective. L'intelligence collective n'est pas que du participatif, mais c'est aussi de l'instinctif qu'il faut savoir développer au sein de nos organisations. Donc là, en gros, quand je vous parle de participatif, donc c'est tous les ateliers de codev, de métaplan, de photolangage, etc., on est sur la capacité de créativité, d'adaptabilité. On est sur la gouvernance adaptative en sollicitant notre cortex préfrontal. On génère aussi effectivement des émotions sur le moment, mais en aucun cas, de manière participative, on va aller chercher les gouvernances grégaires et instinctives dans lesquelles sont logés ce sentiment d'appartenance, ces instincts sociaux finalement et de groupe. Voilà, c'est là qu'on doit aller les chercher. Donc là, on est en train de parler de territoires cérébraux beaucoup plus précaires, beaucoup plus primitifs, qui font que effectivement, on est quand même dans une optique de défense, de protection et de survie de l'espèce. C'est ça, en fait, qu'on va aller chercher pour donner le meilleur de soi-même. Voilà. Dans les compétitions de sport, c'est très facilement observable, un peu moins en entreprise, mais c'est ça qu'on cherche. Maintenant, voilà, je vous ai expliqué ça. Donc, il y a des facteurs qui empêchent cette émergence de l'intelligence collective. Avant de savoir le mettre en œuvre, il y a des choses qui ne permettent pas de les mettre en place à plusieurs niveaux. On va voir ça. Avant ça, moi, je voudrais vous présenter une étude de cas. Bon, je ne peux pas vous donner le nom hein, parce que je n'ai pas l'autorisation, mais c'est une maison de l'enfance à caractère social, donc une MEX qu'on a eu donc, le plaisir d'accompagner et ils nous ont sollicité pour créer de l'intelligence collective. Et donc, en creusant un peu ce qui se passait dans cette maison, dans cette MEX, on s'est rendu compte que, au final, mettre en place notre modèle d'intelligence collective n'était pas possible. Pourquoi? Ben parce que c'était un nouveau directeur qui venait prendre place donc pour remettre dans le droit chemin les salariés de cette MEX, donc 60 personnes, non, plus 160 personnes, c'est une grosse MEX, parce qu'il y a eu une commande du conseil d'administration qui était que, en fait, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, ils ont passé quand même, les employés, les collaborateurs ont passé 2 ans sans directeur, donc forcément, ils ont pris leurs habitudes. Mais en même temps, ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont tenu la baraque pendant 2 ans. Donc, il y avait une espèce comme ça
de conflit et on était loin de se douter jusqu'où en fait était allé le conflit, puisqu'on n'a jamais su qu'au final c'était allé jusqu'au pénal, jusqu'à ce qu'on soit dans l'organisation. Et heureusement qu'on n'a pas fait d'intelligence collective, mais qu'on s'est concentré à démonter un par un tous les problèmes émergents qui bloquaient l'intelligence collective, parce que sinon ils auraient perdu de l'argent. Voilà. Et en fait, effectivement, le conflit était allé jusqu'à un dépôt de plainte au pénal pour harcèlement, pour non-assistance à personne en danger, etc. Voilà. Donc, effectivement, donc là, c'est vraiment un extrême que je suis en train de vous dire. Mais quand on en est à ce niveau-là, il faut bien se dire que l'intelligence collective ne peut pas se mettre en ordre de marche. Et pour ça, donc il y a plusieurs niveaux. Donc là, on avait des problèmes au niveau de la gouvernance, au niveau de la dirigeance et au niveau opérationnel. Donc, vous, euh, je vais vous raconter tout ça. Donc, au final, quand on est dans un conflit, quand on est dans un climat d'incompréhension, de non-communication, euh, forcément, il faut d'abord se pencher sur comment on va régler ces histoires. Donc déjà, au niveau de la gouvernance, il faut se dire, c'est est-ce que, en plus finalement de l'activité qu'on est en train de générer, pour laquelle en fait on est payé tous, est-ce qu'il y a une vision? Voilà, donc j'ai vu que certains étaient dans le bâtiment, donc en gros, vous pouvez interroger vos collaborateurs. Voilà, quand ils creusent un trou avec une pioche, est-ce qu'ils sont en train de creuser un trou ou est-ce qu'ils sont en train de créer finalement un monument ou je sais pas moi, un ouvrage? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en fait? C'est juste creuser un trou ou c'est plus grand que ça? Donc c'est ça la vision en fait, et ça, c'est forcément impulsé par la gouvernance. C'est la gouvernance qui doit être porteuse de la vision et qui doit communiquer ce que nous sommes en train de faire ensemble. Également au niveau de la culture, de l'identité, des valeurs. Qu'est-ce qui est communiqué à ce niveau-là? Qu'est-ce qui est vécu? Comment en fait les choses sont incarnées euh, pour avoir une conscience de ce que nous sommes. Et enfin, une organisation, c'est-à-dire quelle est l'organisation que l'on va vouloir. Donc, est-ce que c'est une organisation enfin, libérée, enfin, on verra ça dans le détail tout à l'heure, mais est-ce que c'est une entreprise en réseau, est-ce que c'est pyramidal, est-ce que c'est matriciel, bref, voilà. Comment on va s'organiser pour finalement, à partir de ce que nous sommes, atteindre ce que l'on veut. Et ça, c'est forcément au niveau du leadership et au niveau de la gouvernance que ça se traite, que ça s'impulse. Ensuite, vous avez au niveau du management, donc c'est au niveau de la dirigeance. Okay, donc la dirigeance est impactée aussi, forcément. Quelles sont les règles? Quels sont les modes de communication? Quels sont les rôles des uns et des autres? Et donc tout ça, ça doit être aussi clairement défini, clarifié, pour éviter toute zone d'ombre. Vous savez, la nature a horreur du vide, et tout ce qui n'est pas communiqué, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui n'est pas dit, eh bien, est interprété. Donc, il est impossible de ne pas interpréter, mais si c'est pas clair, c'est encore plus interprété. Et là, on tombe justement dans des choses qui peuvent être très difficiles à vivre après. Donc, par exemple, dans cette MEX, il n'y avait pas de projet d'établissement. Donc, au niveau des valeurs, par contre, il y avait une grosse histoire historique. C'était une MEX qui avait, je sais pas moi, 40 ans, 40 ans, 50 ans d'existence, donc on pouvait s'appuyer sur l'histoire, mais ce n'était pas le cas. En termes d'organisation, le directeur est venu tout chambouler. Donc, les habitudes n'ont pas été comprises, et pour les anciens, en fait, dont la pertinence était d'œuvrer, en tout cas, la volonté était d'œuvrer pour les usagers, hein, pour les enfants, mais il n'empêche qu'ils ne se retrouvaient plus du tout dans ce changement organisationnel. Les rôles n'étaient plus clarifiés, les règles avaient changé et la communication était devenue délétère. Donc, dans ces conditions-là, il ne faut pas espérer mettre un pansement sur une plaie qui n'est pas désinfectée, évidemment. Et puis enfin, au niveau opérationnel, il peut y avoir aussi des blocages. Donc, à titre individuel, il peut y avoir aussi une incompatibilité de personnalité. Certaines personnes ne vont pas vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes, donc c'est OK, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent trouver peut-être ailleurs ce qui correspondrait à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs envies, à leurs souhaits. Peut-être que ce que vous
proposé ne correspond pas. Et ça, il faut rapidement que ça puisse être déterminé pour éviter de perdre du temps et de l'argent. Il y a aussi évidemment tous les jeux psychologiques qui peuvent se mettre en place, et puis évidemment tous les biais cognitifs auxquels nous sommes tous soumis et qui vont nous faire interpréter les choses de manière différente et avoir une perception de la situation qui est pas forcément celle que le leadership ou le management souhaite mettre en œuvre, sans pour autant, que les managers ou les dirigeants soient des pervers narcissiques ou soit tout ce que vous voulez. Donc, ça peut se jouer à plusieurs niveaux, effectivement, le il y a une impossibilité de mettre en place l'intelligence collective. Donc là, quand il s'agit de ça, avant de mettre en place l'intelligence collective, on essaie un peu de stabiliser, on essaie un peu de rehausser, on essaie un peu de, voilà, à partir de coaching individuel, à partir d'ateliers collectifs bien placés stratégiquement. On s'aide évidemment de l'approche systémique pour ça, de façon à ce qu'on puisse avoir une homéostasie, je dirais j'allais dire plus stable, c'est un lapsus, mais en tout cas, un équilibre qui soit plus stable, meilleur, on va dire, voilà, qui permette de mettre en place justement des actions d'intelligence collective. Un atelier de photolangage ne va pas régler des problèmes de conflit. Voilà, ça c'est clair et net. Ne va pas régler les biais que certaines personnes peuvent avoir, etc. Voilà. Donc ça, c'est pas envisageable. Donc l'idée, c'est de s'occuper de ça et de régler ça. Ensuite, troisième action, troisième point que je voudrais partager avec vous. Je vais un peu vite parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de partages et j'aimerais pouvoir rebondir sur vos demandes. Donc, je vais vous partager une troisième étude de cas qui m'a beaucoup inspiré parce que, bon, déjà, elle est sur enfin, là où je suis né, elle vient de Marseille, cette étude de cas. Donc, c'est Fabrice Julien, directeur général de la clinique de Bonneveine, euh, donc, qui a repris cette clinique avec le groupe AVEC. Le groupe AVEC étant un gros opérateur global de santé, ils ont repris cette clinique à la barre. Donc, elle était complètement en perdition. Voilà, et Fabrice Julien a choisi de développer et de remonter cette clinique avec les personnes, les médecins, etc., qui composent, donc tout le personnel, tous les professionnels de santé euh, qui composent cette clinique. Et donc, il a mis en place des ateliers de co-développement. Il a choisi de développer par le sens et par le bien-être. Euh, donc, ce n'est pas une petite clinique. Hein. Pour vous dire, hein, c'est la clinique de Bonneveine, c'est, je crois, 200 ou 300 personnes. Ils font 8000 séjours hospitaliers. Il y a à peu près 6300 à peu près 6000 interventions, une centaine de milliers d'actes externes, etc. Enfin, c'est un gros truc quand même. Hein. Eh bien, il est arrivé à mobiliser chaque service. Il a fait des co-développements intra-services, inter-services aussi, donc par transversalité. Et il est arrivé à impliquer finalement tout le monde dans le redressement de cette clinique. Et aujourd'hui, cette clinique donc a la meilleure note possible, donc c'est la note A, voilà, pour la qualité et la sécurité de ses soins, voilà, et donc donnée par ses patients. Et j'aimerais vous faire part d'une idée en fait qui a émergé de par ces ateliers de codev parce que donc entre autres, par exemple, hein, il faut vous dire que tous les managers de cette clinique font un 360 feedback chaque année. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont suivis par un coach, il y a un 360 feedback. Donc, le 360 feedback est essentiellement centré autour des patients et des professionnels et des employés donc, de la clinique. Donc, c'est-à-dire que c'est les managers qui demandent à avoir un retour sur leur comportement, etc. Donc, pour vous donner un peu l'état d'esprit, donc Fabrice est coaché aussi, il fait partie donc d'un réseau de coachs. Et donc, en fait, est sorti de cet atelier
une idée avec Christophe Pignol, qui est un ancien footballeur, qui a dû arrêter sa carrière en raison d'une leucémie aiguë à 30 ans et qui s'est, donc bon, évidemment, il a dû arrêter sa carrière, il n'a pas pu se remettre une fois guéri dans le football. Et bon, après avoir traversé un peu le désert et avoir récupéré de cette fin voilà, tragique un peu, euh, il s'est formé à l'onco-coaching. Voilà. Et donc, il a été embauché par la clinique pour aider donc tous les patients atteints d'un cancer. Alors là, c'est bizarre parce que l'idée, c'est de vous parler de fidélisation client. Donc, on ne fidélise pas des patients, quoique. Okay. L'idée, ce n'est pas de les rendre malades pour qu'ils reviennent. Mais ce qui s'est passé, c'est que ces patients-là, une fois qu'ils sortent en fait et qu'ils ont la chance d'être guéris, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent dans les ateliers pour apporter à leur tour leur témoignage. Et il est en train de commencer à naître euh, une forme de don, de partage initié par Christophe. Hein, voilà, c'est lui le premier, donc il coach des groupes. Et puis les personnes donc sorties d'affaires reviennent pour partager leur expérience, pour apporter leur soutien à ceux qui sont encore malades. Et donc ça, c'est quand même extraordinaire parce que au final, ce qui se passe aussi, c'est que toutes les personnes qui souffrent de maladies cherchent à venir dans cette clinique de Bonneveine, donc bien sûr concernant la région. À titre d'exemple aussi, pour tout ce qui est rééducation des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, il y a plusieurs intervenants, il y a des coachs vocaux, il y a des coachs, il y a des traîneurs, il y a des kinés qui interviennent. Enfin bref, voilà, il y a vraiment une façon de regarder les choses complètement différentes. Et il y a cette forme d'intelligence collective naturelle qui est en train de se créer, alors qu'on n'est pas en train d'afficher des post-it là. Et ça, c'est super intéressant. Donc, en fait, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que l'intelligence collective répond à de nombreux défis, donc d'expérience client, de compétitivité, de productivité, d'efficacité, de dialogue social, évidemment, tout ce qui est RH, bien-être et santé, évidemment. Euh, pour ça, en fait, on a travaillé sur un modèle d'intelligence collective sur 3 points pour le rendre très simple. Okay, la première chose, c'est de travailler sur l'identité. Après, je vais vous donner des tas d'actions que vous pouvez mettre en place facilement au sein de votre entreprise en vue de fidéliser vos clients, même s'il y a de nombreux enjeux. Et vous voyez l'importance de mettre en place l'intelligence collective parce que vous allez avoir des collaborateurs qui vont se donner et qui vont avoir envie de rester dans votre entreprise. Et je pense que vous connaissez aujourd'hui le coût de l'absentéisme, le coût du turnover, le coût du présentéisme. Donc, ça vaut le coup de mettre en place ces actions. Donc, déjà, au niveau de l'identité, travaillez au niveau du nom. Le nom, vous n'avez pas inventé ce nom, votre nom d'organisation par hasard. Par exemple, moi, mon restaurant, Pizza Pépone. Vous imaginez rien que le nom déjà, tous mes collaborateurs avaient plaisir de s'appeler et de porter les vêtements Pizza Pépone parce que c'était un restaurant qui était hyper reconnu, qui marchait fort. Juste pour vous dire, effectivement, quand j'ai constaté qu'il manquait quelque chose, c'est ça que j'ai mis en place. Et on a eu jusqu'à 3 ans d'ancienneté dans ce restaurant. Dans la restauration, c'est juste incroyable. 3 ans d'ancienneté sur, alors peut-être pas 60 parce que c'était le pic, mais sur 40 à 50 employés dans la restauration. Les gens avaient envie de donner, les gens avaient envie de porter leurs fringues marquées Pépone et aller, à l'époque c'était à Chambéry, dans la ville, pour, voilà, parce qu'ils aimaient être Pépone, ils s'appelaient Pépone, on les reconnaissait, ah Pépone et tout ça, voilà. Donc, c'est ça l'idée, okay, c'est d'arriver à faire valoir votre nom, votre histoire, le territoire dans lequel vous vivez. J'ai encore un exemple, le rugby d'Oyonnax. Le rugby d'Oyonnax, je ne sais pas si vous situez Oyonnax, c'est dans l'Ain, c'est perdu. L'idée, on avait un des objectifs, c'était de finir invaincu. Donc, c'était, je ne sais plus, 2014, 2015, je ne sais plus exactement. Finir invaincu à domicile parce que c'était la condition pour pouvoir, comme c'était un promu, de pouvoir rester dans l'élite. Et donc invaincu, résultat à la fin de l'année, invaincu. Et ça a été porté sur tous les médias.
et ça a été dénommé le village gaulois, c'est-à-dire la tour imprenable. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur les valeurs, on a travaillé sur le lieu qui n'était pas forcément un gros atout, mais c'est ça, c'est-à-dire le petit village gaulois perdu qu'on ne peut pas transformer, qu'on ne peut pas récupérer à notre cause et qui fait sa loi, quoi. C'est ça qu'on a. Donc, en gros, il y avait des montagnes et on avait ciblé les montagnes. Enfin, on avait fait tout un atelier, des ateliers, pardon. Hop, voilà, on a fait des ateliers et on avait au bord de au pied de la montagne, pardon, et cette montagne, on l'avait fait un logo et on l'avait collé sur les maillots. Voilà, à titre d'exemple, voilà, pour augmenter le sentiment d'appartenance. Il y a plein d'autres actions, je vais vous le montrer. Donc, valeur, l'image, le territoire, l'histoire. Ça, c'est l'identité, qui nous sommes pour avoir cette adhésion. Ensuite, la vision. La vision, c'est de quoi on rêve. Voilà. Quelle est notre raison d'être? Quel est le facteur clé? Quelle est la mission? Quelle est la valeur ajoutée? Alors, épargner tout, parce que ça peut être confondu avec le marketing, hein, 3 valeurs, notre vision, etc. Si vous faites travailler des agences de com, ils vont bien vous travailler ça, mais ça peut ne pas être la source, la base, les fondations de votre organisation. Et donc, il faut plutôt faire l'inverse. Travaillez vous d'abord ces fondations et après transformez-les en un message marketing, en un message publicitaire. Ça, ok. Mais à partir de ce que vous avez travaillé pour que tout le monde s'y reconnaisse. Vous savez, vous cherchez tous, et c'est normal, moi aussi, à être reconnu de l'extérieur, de nos clients, de nos prospects, de nos partenaires. Mais à l'intérieur, c'est super important d'être aligné pour que finalement, tout ce que vous promotionnez à l'extérieur eh bien, soit en place et soit réellement mis en œuvre sur un côté très opérationnel en interne. Parce que si vous dites que vous êtes le meilleur et qu'après ça cafouille en interne, ça ne va pas. Et généralement, quand ça cafouille en interne, parce que vous avez des personnes qui ne vont pas forcément appliquer avec la meilleure motivation tout ce que vous allez mettre en œuvre, voire même qui vont se déresponsabiliser. Ensuite, l'organisation. Donc là, en termes d'organisation, est-ce que c'est une organisation libérée, en vertical, en réseau, en silo, en matriciel, en cellulaire? Bref, voilà. Quels sont, ça peut, quand on parle d'organisation, ça va jusqu'au rôle, jusqu'aux fonctions, jusqu'aux missions, jusqu'à la fiche de fonction, la fiche de poste, etc. Voilà, ça va. Grosso modo, c'est tous les process aussi. Quels sont vos domaines d'activité? Quels sont les process? Quelles sont les procédures? Ça peut aller jusque-là, effectivement, quand on parle d'organisation. Et bien sûr, tout ça, il faut que ce soit fait ensemble et que ce soit cohérent par rapport à ce que vous êtes. Et donc, toute l'organisation doit incarner ce que vous êtes, c'est-à-dire y compris, par exemple, la façon de transmettre vos fiches de paye, il faut qu'elles correspondent à vos valeurs pour que ce soit parfaitement cohérent. Donc, si vous mettez ça en œuvre, vous aurez effectivement petit à petit des actions qui vont faire en sorte que votre intelligence collective ne va pas durer l'espace d'une heure dans un atelier de post-it, mais que ça dure donc des mois, des années et que les gens aient envie de défendre vos couleurs. Donc, les actions, je vous les mets en vrac. Ce sont des idées d'actions que je tire de cette clinique, que je tire de la MEX que je vous ai raconté, ou que je tire moi-même de mes propres expériences et de mes propres projets. Donc, renforcer l'histoire et le territoire, ça a été dit. Partenariat avec des organisations sportives ou des associations. Donc, par exemple, moi, c'est vrai que j'ai eu énormément de partenariats dans le sport. Et donc, effectivement, le sport véhicule certaines valeurs humanistes et auxquelles vos collaborateurs pourraient s'identifier. Accompagner des athlètes de haut niveau, ça aussi. Reconnaître éventuellement certains talents dans votre entreprise qui font du sport. Proposer vos compétences à votre écosystème. J'ai l'exemple là, j'ai en tête un exemple d'une société qui avait proposé, en fait, donc c'était des gens qui réfléchissaient dans l'IT et donc ils avaient proposé à la mairie du coin leurs compétences pour réfléchir à un sujet qu'ils n'arrivaient pas forcément donc à résoudre. Et donc, évidemment, le patron de cette société faisait partie des administrateurs de la mairie et donc avait proposé son acte. Et ça génère
Voilà, donc c'est-à-dire que vos employés, si c'est possible évidemment, vont commencer à travailler pour une cause. Voilà. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre dans le fait de proposer ses compétences à son écosystème. Il y a une cause de défense. N'oubliez pas que le côté instinctif de l'intelligence collective, c'est pour la survie de l'espèce. C'est pas pour rien que quand il y a des catastrophes naturelles, vous voyez une population qui vient œuvrer pour tous. Et là, on ne parle plus de blanc, de noir, de rouge, de jaune. Il y a tout le monde qui œuvre pour quelque chose en commun. C'est ça que vous pouvez développer. Favoriser la santé de vos collaborateurs, effectivement. Donner des budgets aux collaborateurs dans le but de développer des projets utiles. C'est ce que fait Decathlon, par exemple. Decathlon, aujourd'hui, ses managers n'ont plus de mission, n'ont plus de fiche de poste, par exemple. Ils viennent et ils doivent déposer un projet budgétisé. Et il y a donc un comité de joint venture qui donne des budgets à ses managers et donc ils doivent après le mettre en place si le projet est validé. On appelle ça de l'intrapreneuriat. Euh, Autre exemple, atteindre la neutralité carbone si, par exemple, vous êtes dans un domaine qui sera important avec des valeurs écologiques évidentes. Il y a aussi tous les comportements au quotidien, rituels quotidiens, évidemment, le café, etc. Ouvrir les agendas si c'est adapté, évidemment. Tout ça, ce sont que des exemples. Il faut que vous voyez si c'est adapté à vous. Travailler un jour par semaine avec vos équipes. Voilà. Passer du temps avec vos équipes sur le terrain. Déjeuner avec vos collaborateurs sans parler du boulot. Ça, c'est important. Envoyer peut-être un message personnalisé aux dates d'anniversaire. Voilà, moi, c'est pas ma tasse de thé, par exemple, mais si c'est pas la vôtre non plus, ben, faites-le faire. C'est toujours ça. Reconnaître et récompenser les comportements et les attitudes souhaitées, et pas que par rapport à du résultat. Voilà. Valoriser aussi les comportements et les attitudes que vous voulez voir, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et puis, comment on mesure tout ça aussi donc, il y a les indicateurs RH, présentiel, absentéisme, etc. Mais il y a aussi, pour voir si vous êtes propice à l'intelligence collective, l'idée, c'est effectivement qu'on soit tous réunis et fédérés autour d'un noyau commun, du plus petit dénominateur commun, mais c'est intéressant d'avoir de la diversité. Donc, genre, âge, formation, etc., c'est intéressant. Interroger la connaissance des valeurs et la vision. Je me rappelle aussi une fois une personne qui me disait non, non, mais nous, la vision, c'est OK. Je me pointe à leur assemblée générale. Je demande au leader de tester si ses associés, 24 associés autour de la table, se rappellent de la vision qui a été dite la dernière fois à la dernière AGP. Il pose la question. Pas un seul associé a été capable de répéter la vision. Donc, assurez-vous si elle existe, si elle est connue, si les gens adhèrent. Voilà. Vérifiez la satisfaction du système à travers des questionnaires anonymisés, des entretiens, effectivement. Et puis, vous pouvez aussi faire un diagnostic des interactions avec un sociogramme pour que, avant de vous lancer dans l'intelligence collective, il n'y ait pas des problèmes à régler à l'aide justement de cet outil. Voilà, je réponds maintenant à vos questions. Je vous remercie. J'ai pris un petit peu de temps, mais je pense que ça pouvait être intéressant. Alors, du coup, Marianne, tu me parles, alors je vais le prendre dans l'ordre, tu me parles du 360 feedback. C'est un outil qui permet de se faire évaluer par son environnement à travers des critères que tu veux évaluer. Donc, par exemple, si tu veux connaître ton rapport au leadership ou si tu as du leadership, donc tu poses une question à ton environnement. Donc, ton environnement, c'est ton N+1, mais ton N-1, tes clients, voilà, etc. Enfin, ton environnement professionnel. Et tu leur demandes comment ils te jugent. Donc, effectivement, hein, il faut être accompagné parce que ça peut être très impactant, le 360 feedback, mais c'est un excellent outil pour arriver à retrouver la responsabilité, arrêter la déresponsabilisation, se déculpabiliser aussi pour reprendre le pouvoir et travailler sur tes axes d'amélioration. Après, tu me demandes l'approche estime, je ne connais pas. Alors, bonjour Johan, directrice commerciale internationale. Comme Sarah, je veux rester connectée et apprendre tous les jours. OK. Sujet sensible, les réorganisations. C'est clair. Ouais. Quand tu as une réorganisation, tu sais, il y a ce que j'appelle les insiders et les outsiders.
mais en fait, même pour un nouveau projet, finalement. Donc, tu as ceux qui sont pour et tu as ceux qui sont contre, tout le temps. Dans tout changement, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et évidemment, ceux qui sont pour ne comprennent pas ceux qui sont contre, et ceux qui sont contre disent mais en fait, c'est toujours pareil. Et c'est pas toujours les mêmes qui sont pour ou contre en fonction du projet. Eh bien, nous, ce qu'on fait, c'est que on se dit, on condamne pas parce que évidemment, on est neutre, c'est pas toujours le cas. Nous-mêmes, en fait, en interne, dans notre organisation au débit, quand on a des changements à faire, on est confronté au même sujet. Mais on se dit, ceux qui sont contre, ils sont pas contre, heu, pour le fait d'être contre. Il y a très peu de ça existe des gens comme ça, je suis d'accord, mais il y a très peu de gens quand même qui sont dans cette situation. Hem, enfin qui sont, comment dire? Contre et réfractaires tout le temps. Donc on se dit que tout comportement a une fonction utile, OK? Et donc on se dit: «Et si jamais ceux qui étaient contre voyaient quelque chose d'important à préserver dans le changement que ceux qui sont pour ne voient pas?» Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, au lieu, justement, de s'opposer, on va dire: «OK, qu'est-ce qui est important pour vous de préserver? Qu'est-ce que vous pensez qui risque, d'être perdu?» et cetera. Et on va aller chercher, finalement, ce qu'ils défendent, ce qu'ils protègent. Et si on le prend de cette façon-là, on va dire: «OK, donc la question d'après, c'est comment on fait pour continuer à avancer en tenant compte heu, de ne pas perdre, peut-être son âme, de pas perdre, peut-être, du confort, je ne sais pas quoi, mais en fait, on va pas, se priver d'avancer, mais on va avancer en tenant compte de ça. Parce que quand on sera sur le lendemain, c'est-à-dire le lendemain, de la réorganisation, il faut que tout le monde soit embarqué sur le bateau. Il ne s'agit pas qu'il y ait des personnes qui rament à contre-courant. Donc si on ne prend pas en compte ce qui est important pour eux, voilà. Et donc j'ai des souvenirs comme ça, d'une négociation, chez GRDF avec, donc le syndicat FO où, c'était le syndicat qui était venu nous solliciter pour savoir comment, s'y prendre et cetera, pour mieux communiquer dans le dialogue social, par exemple. Et en fait, on a travaillé avec eux pour avoir, une négo qui soit un peu plus constructive. Voilà. Je rajoute un point, c'est que, je ne vais pas pouvoir répondre effectivement à tous vos sujets, je vais faire le maximum, mais si vous voulez échanger avec moi de manière directe, vous avez un petit bouton au-dessus là, pour prendre rendez-vous. Vous pouvez, donc cliquer là pour, prendre un rendez-vous directement avec moi sur mon agenda. Vous avez, donc mon agenda qui est en ligne avec mes créneaux que j'ai ouverts spécialement pour vous, de façon à ce qu'on puisse peut-être pré évoquer votre sujet de manière beaucoup plus précise que je vais le faire là par chat, parce qu'on est quand même un peu limité. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ensuite, j'ai, heu, comité sportif, comment fédérer quand on a dans l'équipe de 9 personnes, 2 jeunes égaux surdimensionnés qui souhaitent laisser chacun leur marque? Ah, OK. Ça, c'est intéressant. Tu peux aller voir, notre film sur le site internet Au débit. On a fait un film justement parce que ça, évidemment, dans le sport, ça arrive assez souvent. Et donc en fait, c'est toujours pareil, il y a plusieurs stratégies. Mais une que je peux te proposer, c'est de dire, heu, de faire un pacte avec eux. Tu ne peux pas ne pas tenir compte de ce qu'ils veulent et il ne s'agit pas non plus de les brider, surtout s'ils sont bons, surtout s'ils apportent quelque chose, OK? Donc, il s'agit d'équilibrer, de rééquilibrer, de trouver une opportunité. Il faut donc donner un rôle à ces personnes. Donc je pense à une équipe, par exemple, que j'ai accompagnée. On avait une personne qui était très boute-en-train, qui faisait la fête constamment, et qui entraînait d'autres joueurs et qui, en plus, ne voulait pas s'entraîner. OK? Donc c'était le cas en plus, il était dans le capitanat et je suis en train de vous parler, d'une équipe professionnelle de très haut niveau qui jouait la coupe d'Europe dans le domaine du handball. Et cette personne, voilà, il était un peu, nonchalant, il donnait pas le meilleur de lui-même aux entraînements et cetera. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné le rôle,
de leader affectif. Donc en gros, plutôt que de le condamner à dire, «Arrête de sortir, les soirs de match» et cetera, on lui a dit: «OK, tu prends la responsabilité donc d'amener tout le monde et de faire de la cohésion affective, OK? Tu es officiellement le leader affectif. Par contre, nous ce qu'on veut, c'est que ce soit pas avant les matchs» et cetera et cetera. Enfin bref, je me rappelle plus exactement des conditions. Mais tu vois, en gros, c'est tu lui donnes un niveau, tu lui donnes une responsabilité, mais tu cadres en même temps. Tu cadres ce que tu aimes pas. Parce que le comportement qu'une personne génère, c'est juste, en fait, une volonté de vouloir se dé alors, c'est vrai que c'est chiant, ça c'est sûr, c'est chiant de voir quelqu'un qui la ramène toujours et cetera, mais c'est qu'il veut apporter quelque chose. Eh beh, donne-lui. Il y a 2 solutions, soit il se plante et voilà, il se plante, soit ça marche et tu vas et ça fait gagner l'équipe, en tout cas ça fait, émerger quelque chose d'utile, voilà. Et souvent, ce qui nous empêche de faire ça, c'est notre propre ego à nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se soustraire, de se soumettre à un comportement qui rentrerait pas dans le cadre de ce qu'on a souhaité. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre le contre-pied et d'utiliser le comportement pour lui donner de l'importance, en tout cas lui donner l'importance qu'il veut et de le mettre à jour, de le mettre sous les projecteurs, dire voilà, maintenant tu y es, vas-y. Soit ça marche et c'est top, soit ça marche pas et il va arrêter. Je suis Sarah, directrice d'une agence marketing événementielle. Je n'ai pas de problématique particulière. Pour autant, je suis avide de bonnes pratiques pour génération de collaborateurs d'aujourd'hui. Ouais. Alors Sarah, ok, pas de problématique. Alors après, j'espère que peut-être tout ce que j'ai développé euh, t'aidera peut-être à trouver des trucs. Voilà. Maintenant, par rapport à la génération de collaborateurs d'aujourd'hui, si tu ne fais pas, si tu ne vas pas dans ces modes-là, ça marche pas. Après le Covid, dans la restauration, on a vu donc, une hécatombe donc ça a été déserté, l'employabilité, la main-d'œuvre. Il y a eu une pénurie de main-d'œuvre dans la restauration et j'ai lu m'intéressant toujours quand même à la restauration, j'ai lu une étude et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas forcément le salaire, mais les conditions de travail. Voire même le fait du traitement, le traitement des patrons envers les personnes. Donc oui, bien sûr, l'argent, ça compte, mais les jeunes d'aujourd'hui veulent vivre une expérience. Ils veulent, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes, hein, aujourd'hui qui font de l'entrepreneuriat, qui se lancent parce que, et qui sont nomades, voilà, c'est le lifestyle et cetera d'aujourd'hui. Pourquoi? En fait, finalement, pour pas les fidéliser, heu, ne pas le créer en interne. Voilà et nous, on est toujours un peu, dans le côté générationnel, productivité, indicateur, reporting, voir si ça se fait ou pas et il faut trouver de nouveaux modes de communication. Il faut trouver, hem, comment dire? Un nouvel intérêt. Comment les intéresser, pour que finalement, ils adhèrent et pour les intéresser, il faut qu'il y ait du sens dans ce travail. Il faut qu'ils vivent une expérience. Il faut que ça corresponde à leurs aspirations. Il faut qu'ils puissent être initiateurs. Bien sûr, on est d'accord que, après, tu es chef d'entreprise, ça doit être rentable, évidemment, mais c'est pareil, l'idée, c'est de rééquilibrer. Voilà. Et ce que tu promets à l'embauche, c'est surtout faire en sorte qu'ils le vivent. Parce que je pense que tout le monde a compris ça aujourd'hui. Donc, vous avez les recruteurs qui vendent, surtout quand c'est en pénurie d'emploi et que tu cherches les mecs parce qu'ils sont chassés et il faut les recruter. Donc, tu vends que ça va être extraordinaire, etc. Et après, 3 mois après, c'est plus du tout extraordinaire parce que tu demandes que des reportings. C'est le cas d'une entreprise que l'on suit aujourd'hui. Il n'y a que des reportings, il n'y a que du résultat parce que justement, c'est chaud, parce que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et donc, on est en train de perdre finalement tout ce qu'on a vendu au profit du résultat. Et là, il y a un écart phénoménal et c'est pas comme ça que c'est certainement pas de cette façon que les patrons vont réussir à fédérer ces nouvelles personnes. Donc, qui vivent une expérience, qui ait du sens et qui se sentent libres d'initier certaines choses. L'exemple de Decathlon, hein, c'est ça, hein, c'est de dire, OK, tu nous présentes ton projet,
Donc en fait, c'est professionnaliser ça parce que souvent c'est, «Ouais, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça» et au final, il y a rien de concret. Ben, professionnalisez-le. Professionnalisez-le, demandez à ce qu'il y ait un projet qui soit présenté de cette façon-là et derrière vous, vous dites oui ou vous dites non, en fonction de vos moyens évidemment et de vos ressources. Bonjour Johan, je suis account director, directeur commercial dans une scale-up, service RH. Difficulté, comment fédérer même si la stratégie est en perpétuelle évolution? Ben, intéressant comme, situation Simon. Alors déjà, c'est moi ce que je verrais, c'est, donc ce que je comprends, c'est que c'est pas toi qui l'as choisi. La stratégie d'évolution, elle est imposée. Donc, vous recevez ça. Tu pas d'autre choix en fait, finalement que de t'adapter à ça et donc, toi, si tu gères des personnes, ça arrive, hein, nous aussi, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on accompagne un service, donc on fait un zoom sur ce service-là, et de dire, donc c'est le cas, par exemple, dans le sport des entraîneurs. Les entraîneurs, c'est pas eux qui choisissent tout le temps les recrues, je peux vous le dire. Donc c'est le président qui choisit un tel, il me plaît et eux, ils doivent composer en fonction de ce qu'il leur est imposé et ensuite derrière les joueurs, bah, ils sont sur le terrain et c'est même pas l'entraîneur qui est sur le terrain. Donc là, en fait, il faut faire un microcosme. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction parce que, de toute façon, tu auras toujours un environnement qui t'imposera quelque chose. Donc là, c'est directement ta direction avec une stratégie évolutive. Donc, là, c'est de dire, quel est mon microcosme? Finalement, il faut que je n'ai pas le choix que de développer la soft skills adaptabilité. Comment on s'adapte? C'est comme ça, en travaillant ici, on n'a pas le choix et donc de créer, une identité, donc orientée adaptabilité parce que, chez vous, il n'y a pas d'autre choix que de s'adapter et de montrer l'intérêt qu'il y a finalement à évoluer, à s'adapter de manière continuelle. Donc ça, voilà quelque chose que tu pourrais mettre en place au niveau de l'identité et après en termes de vision, c'est de dire que là, tu as une vision, très large finalement que, tu vois, qui englobe toutes les stratégies. Peut-être aussi remonter à tes supérieurs, hem, finalement de travailler en fait cette vision concrètement. Qu'est-ce qu'on fait? La stratégie peut changer, mais est-ce que le rêve reste le même? Ça, c'est important. Si le rêve change tous les jours, bon là, ça va être compliqué. Mais si la stratégie pour atteindre le rêve change tous les jours, ça franchement, c'est assez commun. C'est très répandu parce qu'on est, dans un monde, très complexe, hostile, imprévisible et complètement, vulnérable. Donc on n'a pas le choix que de développer, cette adaptabilité. Voilà et aussi, attention, revoir l'organisation, qu'il y ait pas des process trop lourds parce que justement, tu ne vas pas pouvoir développer cette agilité qui est peut-être nécessaire dans ton cas. Mais ça m'intéresserait, Simon, voilà, si tu veux qu'on échange plus, aucun problème. Je remonte un peu, secteur bâtiment, cohésion d'entreprise, restauration, engagement commercial, motivation, sourire rapide. Je pense que je te l'ai développé, Arnaud. Il faut que alors, voilà, je connais très bien, l'ambiance est primordiale dans la restauration, même si des fois l'ambiance amène, à avoir des fréquentations, trop de proximité, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas grave, en fait, ce que tu vas gagner, en fait, en développant l'ambiance qu'il peut y avoir, salle et cuisine. Moi, je me rappelle une fois de ce que j'ai fait, c'est que alors j'avais pas pris un service, mais j'avais inversé, tu sais, un peu comme Vie ma vie, j'avais fait, les cuisiniers, en salle et les salles en cuisine, sur une invitation. Voilà, pour qu'ils testent et qu'ils comprennent, ce que c'est que voilà, si tu as ce genre de problème, de conflit entre cuistots et cetera. Ce que j'avais fait aussi, c'est dans les réunions, j'avais initié que tout le monde prenne la parole, quelles sont ses attentes et cetera. Enfin bref, j'avais mis pas mal d'ateliers en place et on faisait une réunion par mois, du personnel, on faisait des entretiens individuels évidemment. J'avais mis en place, en plus de la chef de salle, et du chef de cuisine, des rôles dans les cuisines, et cetera. Enfin bref, j'avais organisé tout comme le modèle, que je t'ai proposé. Tac, tac, tac. OK, on a fait le tour. Hem, secteur du bâtiment, cohésion d'entreprise. Heu,
si tu peux développer, je pourrais t'aider. Mais bon, c'est 12h30. Donc, je vous remercie pour votre écoute. J'ai terminé. J'ai été, voilà, le plus exhaustif possible, je pense. J'espère en tout cas. J'espère que tout ça vous aura apporté, donc pas mal d'informations. Encore une fois, si vous voulez approfondir, un point avec moi, j'ai ouvert mon agenda, vous pouvez prendre un rendez-vous. Et voilà, on crée, quoi 30 minutes, 45 minutes et on pourra aller plus loin, heu, ensemble, si vous le souhaitez. Je vous souhaite un bon appétit, une très bonne fin de journée et je vous dis donc à bientôt. Merci.